Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le séjour quinois du secrétaire général de l'ONU n'a pas consacré la victoire diplomatique et Kinshasa a annoncé avoir remporté sur le M23 à la suite de la résolution onusienne créant la brigade d'intervention de la MONUSCO. Tout comme son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, Mary Robinson, qui déclarait le 29 avril dernier à Kinshasa qu'en dépit du déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO, la meilleure solution restait politique. Monsieur Mbelou, est-ce une énième défaite diplomatique pour le Congo de Joseph Kabila? Si vous regardez la photo que notre ami Raymond a affichée sur Congo One, donc je pense que c'est vous qui avez mis cette photo-là sur l'article consacré au passage de Ban Ki-moon à Kinshasa. Vous vous rendez compte que c'est une image qui parle. Vous voyez comment les mains s'entrelacent. Je souhaite personnellement que nous soyons nombreux à voir cette photo-là. Elle dit tout. Kinshasa n'a pas envie de remporter une victoire diplomatique sur le M23. Le M23, Kinshasa, Kigali, Kampala, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ces messieurs-là travaillent main dans la main. Ils servent une même cause en roulant dans la farine les plus naïfs d'entre nous. Le comble, c'est que leur cynisme a atteint un point tel que ils peuvent sacrifier nos compatriotes à l'est du pays en envoyant les bombes dans les agglomérations habitées. Ils peuvent sacrifier certains d'entre nous qui s'engagent dans l'armée, mais tout en jouant un même jeu, en ayant les mêmes parrains, en ayant une même mission qui est celle de l'extermination des Congolais, qui est celle de la balkanisation de la partie est du pays. Et selon certaines informations, si les choses se passent comme ces messieurs-là, qui se rencontrent souvent à huis clos, sont en train de le penser, nous risquons d'être surpris que demain, par exemple, une bonne partie de notre pays ne nous appartienne plus. N'oublions surtout pas que quand cette guerre a commencé vers les années 1996, on parlait de la prise de l'Est du Congo qui était dénommée à ce moment-là le Zaïre utile. Dès que nous tombons dans l'amnésie et que nous pensons que toutes ces visites, que de X et de Y, des différents responsables de la Banque mondiale, du secrétaire général de l'ONU, les concertations organisées à Addis Abeba et ailleurs, si nous nous laissons leurrer par ces histoires-là, nous risquons de perdre de vue que la guerre qui est menée contre notre pays est une guerre de basse intensité visant la balkanisation de ce pays-là, l'extermination des Congolais, mais aussi le pillage des matières premières stratégiques, comme nous aurons en parler au cours de cette émission, je l'espère bien. Ban Ki-moon lui-même avait déclaré avant son arrivée au Congo, faisant certainement référence aux derniers échanges de tirs entre le M23 et l'armée congolaise. Et je pense que nous devons accélérer le déploiement de cette brigade pour qu'il soit pleinement à pied d'œuvre le plus tôt possible. Monsieur Mbelou, on parle beaucoup de cette brigade. Vous pensez qu'elle apportera une solution durable de paix dans cette crise à terme? Je répète encore une fois ce que je viens de vous dire. Ce que ces messieurs-là poursuivent, ce n'est pas de mettre fin à la guerre de basse intensité qui sévit dans notre pays. Peut-être, comme nous le disions lors de la dernière émission, comme ils sentent maintenant qu'ils sont vus,
ils sont en train de chercher comment régler ce problème-là, mais tout en sauvegardant leurs immenses intérêts chez nous. Quand vous lisez l'article de notre jeune compatriote Kambale Moussawili sur le site IngetaWeb, vous vous rendez compte qu'il y a une multinationale américaine qui exploite les matières premières au Katanga, dans Tengefungurume, et qui prend 80% des matières premières, des revenus des matières premières qu'elle produit, et n'essaie dans notre pays que 20%. C'est cette entreprise-là qui aurait, selon cet article que je viens d'évoquer, soutenu l'élection frauduleuse de M. Joseph Kabila. Ce que j'ai admiré en lisant cet article, c'est le lien que Kambale fait entre Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale et la politique congolaise. Souvent, nous n'arrivons pas à faire ce lien-là. Pour revenir un peu plus à votre question, le passage de Ban Ki-moon chez nous ne va rien, mais absolument rien régler. Pourquoi? Si Ban Ki-moon voulait réellement s'impliquer dans ce qui se passe chez nous pour qu'il y ait une solution tant soit peu convenable, il donnerait des conférences de presse, il aborderait M. Joseph Kabila en présence de tout le monde. Mais n'oubliez pas que ce monsieur-là a eu un huis clos avec M. Joseph Kabila, comme M. Joseph Kabila a eu un huis clos avec M. Museveni et M. Kagame. Imaginez-vous, on est en train de nous convaincre que le Congo est en guerre contre le Rwanda parce que le Rwanda soutient le M23. Mais à plusieurs reprises, les deux messieurs qui sont parrainés par les élites dominantes anglo-saxonnes qui nous font la guerre, Museveni et Kagame, se voient avec M. Kabila et parlent souvent à huis clos. Donc si nous ne tenons pas compte de ces rencontres, si nous ne tenons pas compte de ces huis clos, nous risquons de nous leurrer. Ces trois messieurs ont une mission qu'ils accomplissent. Et encore une fois, pour nous rouler dans la farine, il y a ce va-et-vient de X et Y appartenant à ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale. Mais le bien fondé de toutes ces visites, c'est de voir si la mission confiée à ces trois messieurs-là est en train d'être menée à bon port. Oui, justement, à propos de ces rencontres, Radio Okapi annonce que c'est dimanche 26 mai, dans la capitale éthiopienne, en marge de la célébration du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, Joseph Kabila a discuté avec ses homologues du Rwanda et d'Ouganda, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Aucune annonce concrète n'a été faite immédiatement après cette réunion, tenue à huis clos. Monsieur Mbelou, une fois de plus, ces dossiers semblent être gérés dans l'opacité la plus totale par Joseph Kabila, qui me semble avoir des comptes à rendre à personne dans cette affaire. Je parle ici au Congo. Hein. Et là, ceux qui sont ridicules, ce sont nos compatriotes qui font semblant d'être les porte-parole de M. Joseph Kabila, mais qui n'arrivent pas à mettre à nu ce jeu malsain. Vous rappelez par exemple que quand M. Lambert Mende a dit dernièrement que le M23 avait attaqué le FRDC et que le M23 jouissait du soutien d'un pays voisin, cette fois-ci, Lambert Mende n'a même pas osé citer le Rwanda. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a, d'une part, un État profond qui opère chez nous, un gouvernement parallèle composé de M. Museveni, de M. Kagame et de M. Kabila. Rappelez-vous, lisez très bien ce qui est publié sur Radio Okapi, vous verrez que Ban Ki-moon a demandé à M. Kagame d'user de son sens politique ou de quoi là pour régler la question de la guerre au Congo. Donc les trois là
constitue ce que je pourrais appeler l'état profond. J'emprunte le terme à Peter Dalscott. Un état profond qui gère la sous-région des Grands Lacs. N'oublions surtout pas que ces messieurs-là avaient comme mission de créer un grand ensemble composé de 10 pays qui constituerait un nouveau pays dans la sous-région des Grands Lacs, un nouveau pays qui aurait comme langue l'anglais, et un nouveau pays qui serait directement la colonie de élites anglo-saxonnes dominantes. Je vous réfère au document que je vous ai envoyé dernièrement et que j'essaie de commenter dans mon dernier article intitulé « Ces habitudes de pensée et certaines habitudes de pensée et la recolonisation de la RDC entre parenthèses et de l'Afrique ». Ces questions-là semblent maintenant nous échapper. Peut-être qu'on y reviendra encore en parlant du 17 mai. Au fur et à mesure que nous nous éloignons du 17 mai et de la guerre qui a commencé en 1996, nous en oublions les protagonistes, nous en oublions les pays satellites, nous en oublions les parrains et les objectifs poursuivis par les pays satellites gérés par Museveni et Kagame. Museveni qui a par ailleurs, qui avait manifesté par ailleurs un très grand attachement à la politique qui avait été menée pendant le nazisme par Adolf Hitler. Dès que nous n'avons pas tous ces éléments en tête, nous faussons le jugement que nous portons sur cette guerre de basse intensité et tout ce qui est en train de se passer entre, d'une part, les trois messieurs qui constituent avec leurs clans les plus rapprochés l'état profond, et puis les autres troubadours chargés de faire semblant de faire de la politique, alors qu'ils passent à tout moment à côté de la plaque, où vous avez vu M. Mende Coincé n'a pas pu prononcer un seul instant le nom du pays qui soutient le M23, et pourtant, vous savez, vous vous rappelez qu'il disait que le M23 était un groupe de terroristes. Une fois, il avait dit que le problème c'était Kagame avec le Rwanda. Maintenant, de plus en plus, il ne parle plus de Kagame. C'est que son chef lui a demandé de la boucler et de ne plus interférer tellement dans cette histoire-là. Bon, heureusement que c'est déjà devenu un secret de polichinelle. Toujours à propos de Ban Ki-moon, lors de son passage à Kinshasa, il semble qu'il aurait refusé de rencontrer l'opposition politique. C'est ce qu'en tout cas José Makila a pu affirmer à Radio Okapi. Il a accusé Ban Ki-moon d'être complice de ces plans de balkanisation de la RDC. Avez-vous suivi cela? J'ai suivi cela, mais encore une fois, ce que nous appelons opposition chez nous, et c'est en grande partie composé de compatriotes d'une très grande vénalité, des compatriotes qui courent derrière les sous et qui ont perdu de vue le fait que le monsieur qui leur a permis de pouvoir constituer l'Assemblée nationale est sorti d'une élection frauduleuse soutenue par les parrains extérieurs. Donc, et le processus est en train de leur échapper, parce que le problème n'était pas d'organiser les élections. Le problème fondamental, c'était d'avoir quelqu'un qui peut garantir sur le court, moyen et long terme les intérêts des élites dominantes occidentales et beaucoup plus particulièrement les élites dominantes anglo-saxonnes. Quand vous avez lu l'Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent de Charles Onana, quand vous avez lu Noir Canada, quand vous avez lu le livre de notre jeune compatriote Patrick Mbeko, quand vous avez lu notre livre La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion, vous comprenez mieux ce qui est en train de se passer. Je peux encore ajouter l'un de mes grands livres de référence, c'est le livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances. Mais malheureusement, on est en train de nous éloigner des textes et on nous raconte des histoires et nous croyons facilement que ces histoires-là
vont contribuer à la fin de la crise, je n'aime pas tellement parler de crise, à la fin de la guerre de basse intensité qui nous est menée. Pour sortir de la guerre de basse intensité, nous avons à mettre sur pied un autre système, à refonder l'État congolais. Avec le système actuel, on peut aller au dialogue intercongolais, on peut mener des négociations de je ne sais quelle sorte. Avec les acteurs qui constituent l'État profond aujourd'hui chez nous, si nous ne sortons pas du système actuel, la guerre de basse intensité ne prendra pas fin. Nous irons petit à petit vers l'extermination de nos compatriotes et de plus en plus vers l'implosion de ce pays-là. Toujours sur le même sujet, Agora Vox cette semaine écrivait RD Congo, la mémoire courte et les ravages de l'impunité, et de poursuivre l'arrivée annoncée de la brigade de l'ONU chargée de neutraliser les groupes armés dans l'est du Congo fait craindre que les membres du M23 disparaissent dans la nature avec la complicité des autorités rwandaises et congolaises, et qu'ils n'aient jamais à répondre de leurs crimes devant la justice comme les autres insurgés avant eux. Un drame pour les victimes, car dans un conflit, pour qu'on arrête définitivement de tuer la population, il faut créer un tribunal pénal et engager des poursuites judiciaires systématiques. Fin des citations. Mais pour engager ces poursuites judiciaires, il faut qu'il y ait volonté politique. Pensez-vous que ce trio Kabila, Kagame et Museveni a cette volonté politique d'engager ces poursuites judiciaires? Comment voulez-vous qu'un trio ayant comme référence Adolf Hitler puisse avoir cela en vue? Non, c'est impossible. Et je vous rappelle que l'auteur de cet article-là, c'est notre jeune compatriote Kambale Moussaouli, et il fait des très bonnes analyses, comme l'autre article auquel je venais de faire allusion. Je ne sais pas comment nous pourrons nous y prendre pour créer un jour un tribunal pénal à même de juger tous ces criminels-là, mais tant que la gestion de cet espace géographique dépend de l'ONU et de leurs parrains, je vous renvoie à l'un des livres que j'évoque aussi beaucoup, le livre de Florence Hartmann, Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Les guerres qui se mènent chez nous sont aussi les guerres de la politique et de la justice internationale. Vous pouvez vous imaginer que monsieur comme Jean-Pierre Bemba, il peut avoir gaffé, il doit être jugé selon les normes d'une justice juste, mais par rapport à ce que le trio là a fait, Bemba n'arrive même pas à leur cheville. Mais comme ça devenait un acteur politique un peu gênant, il fallait le mettre de côté pour que les trois là restent opérés sans être dérangés. En principe, ce sont des criminels de guerre, des criminels économiques et des criminels contre l'humanité. Quand on relit toute notre histoire, on se rend compte que ces trois messieurs ont commis pas mal de crimes. Ce sont des criminels présumés parce que aucun tribunal ne les a encore jugés. Mais quand vous lisez le mythe de la bonne guerre de M. Poels, vous vous rendez compte que les parents de ces messieurs-là ont toujours opéré en tuant, en exterminant les peuples. Le système capitaliste, le capitalisme du désastre, ne peut pas facilement se débarrasser des dégâts humains, de la violence. Ce qui importe pour le capitalisme du désastre, c'est ce qu'il appelle, ce que ces petites mains dénomment la destruction créatrice. Ils détruisent, les petites mains détruisent pour créer un ordre propre à eux. Tant que cet ordre-là n'est pas encore devenu effectif, ils n'arrêtent pas. Ils ne tiennent pas compte et ils ne tiendront jamais compte des coûts sociaux et des dégâts humains.
Hein, je ne le dirai jamais assez. Mais M. Mbelou, que faire alors, puisque, à vous entendre, l'Occident reste maître du jeu, donc c'est l'Occident qui décide qui doit aller devant cette justice internationale pour être jugé. Que faire alors? Que faire? Je n'aime pas beaucoup, j'utilise de moins en moins le mot Occident parce que si vous lisez très bien mon dernier article, vous vous rendez compte que beaucoup de pays occidentaux vivent aujourd'hui dans les mêmes conditions que beaucoup de pays africains. Je vous informe qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 100 millions, un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez aujourd'hui des Américains qui vivent dans les égouts. Ça, ce sont des choses que plusieurs d'entre nous ne savent pas. La Grèce va très mal, l'Espagne et le Portugal vont très mal, l'Italie va très mal. Donc, on ne sait plus aujourd'hui parler de l'Occident. C'est le 1% de ceux qui ont entre leurs mains toute la richesse ou les 99% de la richesse mondiale qui sont en lutte, qui sont en guerre contre les 99% qui se partagent le 1% des richesses mondiales. Donc, nous devons beaucoup plus parler de cette élite comprador transnationale que des Occidentaux. Que faire? Que faire? J'ai lu un article sur l'un de mes sites que je fréquente beaucoup, un article publié par un Américain, et il dit « C'est révolter ou mourir ». C'est le titre de l'article. Vous savez le lire sur Le Grand Soir. Il y a nécessité de pouvoir créer, de pouvoir initier une bonne désobéissance civile et partout à travers le monde, ainsi que dans mon dernier article, je dis que cette guerre doit être menée au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau continental et au niveau mondial. Il serait urgent qu'un mouvement international se crée pour pouvoir lutter contre le 1% qui est en train d'avilir le monde. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Chez nous, les minorités organisées et agissantes doivent d'abord et prioritairement gagner la guerre idéologique. C'est-à-dire organiser des lieux de rencontres et d'échanges avec nos populations et avec toutes nos populations pour pouvoir arriver d'abord à créer une bonne masse critique. Vous imaginez combien de nos compatriotes savent par exemple que quand M. Joseph Kabila est allé à Addis Abeba, il a rencontré Museveni et Kagame à huis clos. Combien de nos compatriotes savent que nos matières premières sont bradées à vil prix? Combien de nos compatriotes savent que Tengue Fungurume, cette multinationale américaine, prend 80% et les 20% du pays, on ne sait même pas comment ils sont gérés? Combien de nos compatriotes savent que la Banque mondiale vient d'octroyer $1 milliard à ceux qui font office de gestionnaire de notre pays? Combien? Chez nous, une bonne partie de notre population n'a pas accès à l'information. Et là, j'en profite pour vous féliciter le travail que vous faites. L'information, une bonne information est une bonne arme pour mieux lutter. Mais tant que chez nous, nos masses populaires seront exclues de l'accès à une bonne information, cette guerre de basse intensité risque de prendre trop de temps. Mais je vous dis aussi ceci, il y a des limites qu'un peuple, à un certain moment, n'accepte plus de franchir. À un certain moment, nous risquons d'être étonnés, nos populations risquent de dire, si nous restons à la maison, nous mourrons. Si nous sortons pour chasser ces gens, même s'ils nous tuent, et nous mourrons, bon, mieux vaut prendre le risque, peut-être qu'en sortant ensemble, on va pouvoir les chasser. Donc, il y a des actions qui peuvent être prévues, mais moi je compte aussi sur l'imprévu, on ne sait jamais, parce que la misère va de plus en plus atteindre
des sommets inimaginables et on ne sait pas ce que notre peuple peut nous réserver comme surprise un jour. Mais un travail de communication, d'échange, de révolution idéologique doit pouvoir être mené petit à petit par les masses organisées et agissantes, par les minorités organisées et agissantes. Très bien. Monsieur Mbeu, à propos du Niger dont vous venez de parler, que la Banque mondiale a promis d'octroyer à la région des Grands Lacs, est-ce que cela vous semble suffisant pour mettre en œuvre des projets pleinement profitables à nos populations? 1 milliard, est-ce que c'est suffisant? Mais c'est une honte! C'est une honte! 1 milliard, c'est quoi? Imaginez-vous que la perte effectuée il y a quelques mois dans la vente de nos matières premières dans les îles Vierges britanniques était de 1,5 milliard. Il y a quelques mois, peut-être une année ou deux, un député britannique, Eric Joyce, dénonçait le fait que nos matières premières avaient été vendues aux entreprises des îles Vierges britanniques pour une perte de 5 milliards et demi. Donc, prenez 5 milliards et demi plus 1 milliard et demi, ça fait 6 milliards. Et cet argent de la Banque mondiale sort de quelle caisse? C'est une question à laquelle nous pouvons chercher à répondre. Mais je voudrais ajouter un autre élément. L'argent qui sort de notre pays et qui est stocké dans les banques à l'extérieur de notre pays dépasse le 1 milliard là. L'argent qui est volé chez nous et qui est réinvesti dans les bâtiments, dans le logement par exemple, dans les flats, dépasse le 1 milliard là. Mais le problème fondamental, c'est lequel? Comme l'élite dominante anglo-saxonne est en guerre contre la Chine, vous avez remarqué que le contrat chinois a été gelé pour que la Chine ne puisse plus chercher à avoir les matières premières du Congo comme elle l'avait prévu. Maintenant, ce sont les États-Unis avec leurs entreprises qui le font. Alors, pour chasser ou pour diminuer l'influence de la Chine qui, elle, avait prévu 9 à 6 milliards, même si ce n'était pas assez, même si il faut dire, comme vous savez vous en rendre compte en lisant l'article de Kambale Moussaïli qui est sur Ingetaweb, même si le montant que la Chine proposait pouvait être revu à la hausse parce que les matières premières connaissent à un certain moment une hausse de leur prix, la Banque mondiale, elle vient nous prêter 1 milliard dont nous ne saurons pas contrôler la gestion, mais pour endetter notre pays après la dette odieuse que ce pays-là avait déjà sous Mobutu. Vous voyez, c'est une façon de créer, comme Kambale le dit, une dépendance de notre pays vis-à-vis des institutions financières internationales qui ne font pas le travail qui avait été le leur à leur création, qui sont devenus aujourd'hui des agents de l'élite anglo-saxonne cherchant à pouvoir recoloniser notre pays économiquement. Donc, la Banque mondiale participe de la recolonisation économique de notre pays, comme Kigali, Kampala et Kinshasa participent de la recolonisation politique et militaire. Nous devons avoir en tête ces deux dimensions-là de notre recolonisation. Très bien. Autre chose, après sa dernière mésaventure à Londres face aux activistes congolais, Paul Kagame n'a pas pu taire sa rage et c'est s'exprimant en Kinyarwanda qu'il s'en est moqué, mettant au passage des critiques à peine voilées de son homologue congolais Joseph Kabila. Il a affirmé notamment ceci: ces gens n'ont rien à manger, a-t-il lancé, et pourtant ce matin il m'attendait avec des œufs. Pourquoi viennent-ils manifester ici? Ils devraient aller résoudre leurs problèmes dans leur pays. Cela montre qu'il y a toute une chaîne d'échecs idéologiques
une chaîne qui remonte jusqu'au plus haut niveau. Et même la presse officielle rwandaise s'en est également violemment pris aux Congolais, les traitant d'animaux. Monsieur Mbelou, pourquoi, selon vous, le régime rwandais semble avoir perdu son calme dans cette affaire? Traiter les Congolais d'animaux permet à ceux qui les tuent, sous l'instigation de Kagame, de Museveni et de Kabila, de ne pas avoir des problèmes de conscience. Et ça, c'est un processus permanent. Quand vous étudiez toutes les guerres, hein, la diabolisation de l'ennemi permet à celui qui le diabolise de pouvoir le tuer sans remords. Parce que si les Congolais sont des animaux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tuer les animaux? On va les tuer comme on tue les chèvres, comme on tue les poules. Et là, Kagame réussit devant certains de ses compatriotes sa campagne contre les Congolais. Et puis, c'est un menteur. On ne sait plus revenir sur ces questions-là. Il fait semblant de critiquer M. Joseph Kabila alors qu'ils travaillent ensemble. Et puis, quand Kagame se moque des Congolais, il fait rigoler. Mais un voleur qui s'enrichit sur le dos des richesses du Congo peut dire que les Congolais devraient garder les œufs pour manger. Les Congolais n'ont pas besoin de manger les œufs. Les Congolais ont un pays qui est immensément riche, qu'ils pillent pour servir de garçon de course à ses parents. Donc c'est Kagame qui devrait se moquer de lui-même au lieu de se moquer des Congolais. Donc comment voulez-vous qu'un garçon de course de l'élite anglo-saxonne se mette à se moquer de Congolais? Pourquoi est-ce qu'il est monté sur ses chevaux? C'est parce que les Congolais l'ont affronté en face. Ça a été une humiliation. Ça a été une humiliation. Il n'a pas pu se calmer parce que l'humiliation était visible. Et dans une ville comme Londres, être humilié. Et puis, rappelez-vous, les Congolais n'étaient pas seuls. Il y avait aussi des Rwandais qui protestaient à côté de Congolais. Et il a fait semblant de critiquer son ami qui est à Kinshasa, mais ce sont eux qui s'organisent pour que ce pays-là n'ait pas un système politique qui permette aux Congolais qui sont à l'extérieur de pouvoir y retourner. Mais je ne voudrais pas verser dans la victimisation. Je ne dis pas que nous sommes toujours les victimes du Rwanda et de l'élite anglo-saxonne. Pourquoi est-ce que je ne le dis pas? Si je l'ai dit par le passé, je dois le corriger. Pourquoi? Ceux qui aident ces gens-là à régner chez nous, ce ne sont pas que Kabila, Kagame et Museveni. Il y a les Mwamba, il y a les Mende, il y a toute cette clique-là de Congolais gagnés à la cause de nos envahisseurs, cette clique qui fait que notre situation soit telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous devons pouvoir lutter sans nécessairement nous convertir en victimes, parce que les nôtres participent de notre esclavagisation. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des esclaves heureux. Hein, du moment qu'on a des DIP, du moment qu'on peut être gardé par la police, du moment qu'on peut avoir des flats et construire des maisons à gauche à droite, on croit qu'on est déjà au paradis, même si le pays dans lequel on vit est en train de devenir simplement un espace géographique vague. Très bien. Vous avez cité François Mwamba et par ordonnance présidentielle, le même François Mwamba a été nommé par Joseph Kabila coordonnateur du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et dans le même temps, nous avons appris ici en Belgique que Jekoko Mulumba a annoncé à partir de Bruxelles son adhésion au MLC, ancien parti auquel François Mwamba a appartenu. Quelle lecture faites-vous de ces défaits, hein, sachant que, par exemple, pour Bodo Yambawechi des Congo indépendants, lui, il trouve que la nomination de François Mwamba, hein, je le cite, hein, par les mêmes chefs d'État que celui-ci et ses camarades du MLC avaient jadis combattu, les armes à la main, vient consolider l'honneur perdu des opposants congolais
des hommes et des femmes sans conviction, des hommes et des femmes qui, sous prétexte de servir le peuple, passent les clairs de leur temps à spéculer sur leur carrière personnelle, la course au poste. Enfin, Joseph Kabila affiche son mépris à l'égard d'une classe politique réputée pour sa vénalité. Et il finit par ces mots si pitoyables. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Je ne peux pas commenter ce texte-là, il est très clair. Il est très clair, et là, personnellement, je remercie Ambawechi d'avoir mis le doigt sur la plaie. Nous avons affaire à une classe politique vénale. Et nous ne pouvons pas, demain, prétendre pouvoir sortir du bourbier avec cette classe politique-là. Mais, que voulez-vous? Ces gens-là ont des maisons en Europe, des familles à supporter. Avoir une maison en Europe, ça coûte très cher. Hein? L'entretien de la maison, les enfants doivent aller à l'école. Et ils estiment que la meilleure manière, c'est de lécher les bottes. Alors, nous avons là, au vu au sud de tout le monde, certains de nos compatriotes qui sont tombés dans la vénalité, et ces mêmes compatriotes-là risquent d'aller demain devant nos populations pour chercher leur suffrage. Donc, je vous dis, le texte de Ambawechi est tellement bien écrit que je risque de passer à côté de la plaque en cherchant à le commenter. Nous avons une classe politique vénale, et les peuples ont les politiciens qu'ils méritent. Si nous ne nous battons pas pour pouvoir mettre sur pied une nouvelle classe politique et puis un autre système de gestion de ce pays-là, elles n'auront plus qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Mais Dieu merci, nos enfants, nos jeunes ont compris. Hein, j'évoquais Kambale, j'évoquais Patrick Mbeko. Ils sont nombreux aujourd'hui, hein, à avoir compris ce qui se passe, et ils s'organisent. Dieu merci, ils s'organisent petit à petit pour renverser la vapeur. Alors voilà pourquoi nous, les vieux ici, on commence à se dire, on peut chanter le Nunc Dimittis. Hein, dire à Dieu, maintenant, maître souverain, tu peux laisser tes serviteurs s'en aller en paix, parce que nos enfants, nos jeunes ont compris, et ils vont mener cette lutte jusqu'au bout, hein, parce que ils nous ont devancé plusieurs d'entre nous dans la révolution idéologique. J'ai eu la chance de voir par exemple Patrick Mbeko à côté de Alain Deneau, auteur de Nord Canada, en train de débattre au Canada même, et avec une grande maîtrise des questions qui sont en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Mais il n'est pas seul. J'ai été donner une conférence à Paris, je me suis rendu compte que nos enfants, nos filles, nos garçons, petit à petit comprennent et ont une grande maîtrise des questions telles qu'elles sont en train d'être approfondies aujourd'hui à travers leur petit cercle de réflexion. Là, je dis, Dieu merci, la relève est assurée. Nous pouvons passer le relais. Nous pouvons mourir aujourd'hui, nous n'allons pas regretter parce que le travail va se faire, il va se poursuivre sur le court, moyen et long terme. Pour aborder la question de Gekoko, Gekoko a fait un choix. Il a essayé de justifier son choix en disant que le MLC est un mouvement de libération du Congo et lui voudrait travailler à la libération du Congo. Et il a essayé de montrer comment le parti auquel il appartenait est en train de participer à la descente aux enfers de notre pays en mettant sur pied une malgouvernance, et il est libre de pouvoir choisir le parti qui lui plaît, quitte à poursuivre le travail courageux qu'il a fait. Hein, c'est un jeune politicien, il a ses limites, mais il a quand même manifesté beaucoup de courage dans son engagement. Gekoko ne s'est pas simplement engagé verbalement, Gekoko a essayé de réaliser certaines œuvres qui ont permis à certains Kinois de l'identifier. Et
GECOCO devrait inspirer beaucoup de nos partis politiques dans ce travail de la création des œuvres sociales, des œuvres éducatives qui permettent à nos populations de pouvoir les identifier. Si nous avions 1 million de GECOCO en train de faire ce qu'il a un peu fait, lancer un pont à gauche, créer un petit marché à droite, ce pays-là n'aura pas besoin d'être occupé et pendant longtemps. Donc, nous avons à imiter ce jeune politicien-là pour créer par nous-mêmes, pour recréer par nous-mêmes un autre pays sans attendre nécessairement qu'on aille gagner les élections. Dieu merci, il a fait après les élections, mais c'est un entrepreneur à imiter en marge de ses limites. Très bien, pour finir, on arrive au 17 mai, donc je me suis référé également à Ambaweshi qui a fait un éditorial par rapport à cette date. Donc il écrit 17 mai 97, 17 mai 2013, libération ou escroquerie politique, et il pose deux questions. Qu'avait promis l'AFDEL? Qu'en est-il des résultats? Et il poursuit: les débats doivent s'articuler autour de ces deux questions. Vous-même avez écrit sur ce sujet, Monsieur Mbelou. Est-ce qu'il serait temps d'exiger un droit d'inventaire par rapport à sur cette pseudo-libération de l'AFDEL? Ce droit d'inventaire, nous allons l'exiger à qui? Tant que ce sont les membres de l'AFDEL et leurs amis qui gèrent ceux qui se trouvent au pouvoir actuellement à Kinshasa sont des héritiers de l'AFDEL. Mais ils ne sont pas au pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir, ces messieurs-là. Le pouvoir au Congo, je vous rappelle, monsieur Etienne Ngandou, le pouvoir au Congo est géré par l'ONU et ces messieurs-là, l'AFDEL, le PPRD, le RCD et leurs amis assurent les services de sécurité pour l'ONU. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont des marionnettes, comme je ne cesse de le dire. Regardez, les rares moments où M. Kabila rigole, c'est quand il est ou avec Museveni ou avec Kagame, ou comme vous le voyez sur la photo qui est sur Congo One, quand il est avec Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale. Donc il est à l'aise à côté de ses maîtres. Il ne peut pas être... Quand il est face au Congo, il a toujours un visage renfrogné parce qu'il a du mépris, comme Ambaladi, il a du mépris pour nous. Il n'y a pas que le Rwandais Kagame qui croit que nous sommes des animaux. Kabila croit aussi que nous sommes des animaux. Il arrête certains d'entre nous, il va les emprisonner, il les enferme, parce que lui croit qu'il est notre chef, que nous sommes les animaux qu'il peut enfermer quand bon lui semble. Donc, il est important de temps en temps d'avoir ces histoires-là en tête, de les voir, de voir ces images-là pour mieux comprendre. Donc, demander des comptes à ces messieurs-là maintenant, tant que ce sont eux qui, par défi, assurent les services de sécurité des occupants des néocolonialistes au Congo, ça nous sera d'aucun secours. Si nous ne réussissons pas demain à renverser la vapeur, même à titre posthume, nos enfants demanderont des comptes à ces messieurs-là. Je vous rappelle qu'il y a des nazis qui sont encore jugés jusqu'aujourd'hui. Notre misère, c'est de pouvoir travailler pour voir les résultats. Travaillons pour passer le relais. Passons le relais à nos jeunes. Passons le relais à nos enfants. Laissons-leur des documents qu'ils pourront lire demain quand nous ne serons plus là. Et peut-être qu'eux feront mieux les choses parce qu'ils sont en train de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.